Bonsoir les Itata, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez quasiment tous, une personnalité des médias qui fait partie de notre univers audiovisuel depuis bientôt 25 ans, on va dire. Bonsoir Yves Bussy. Bonsoir Jean-Marc Romouel. C'est bien ça, environ 25 ans. À peu de choses près, oui. Oui. Ça ne me rajeunit pas, mais oui, j'assume. Très bien, alors je le disais, je suis très heureux de te recevoir. Comment ça va? Moi, ça va très très bien. Comme je le dis souvent, je me lève le matin, bien debout, avec un œil fixé sur l'avenir. Alors, je le disais, tu es un homme public, enfin je le disais, tout le monde le sait, tu es un homme public. Beaucoup de Martiniquais ont l'impression de tout savoir sur toi. Alors, on va découvrir à travers cette émission qu'ils ne connaissent pas tout. En tout cas, on va voir ce que tu crois que tu accepteras de dévoiler. Mais avant d'évoquer ton parcours, dis-nous quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, eh bien, elle est diverse. Hein. C'est vrai que je produis déjà beaucoup de contenu vidéo. D'une part, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, toujours présent. Et mon actualité, eh bien, elle est en stand-by en vue d'un futur événement média. Voilà, oui. Je n'en dirai pas plus. Parce que c'est vrai qu'on ne t'a pas beaucoup vu sur les médias, en tout cas en tant qu'animateur ces derniers temps. Ah oui, c'est vrai. Je suis plus maintenant derrière la caméra, on va dire, que devant. Et ça ne me déplaît pas d'ailleurs. Alors, tu as eu une vie antérieure hein, à ce statut de vedette des médias en Martinique. Alors, je t'arrête tout de suite. Le mot vedette, je n'aime pas. C'est pour ça que je l'ai utilisé. J'entends bien. Je te sais assez taquin là-dessus. Mais en fait, on me dit souvent, oui, la vedette, et je réponds invariablement, non, je ne suis pas une vedette, je suis juste la pétrolette qui fait Fort-de-France en ce mi-temps. C'est déjà pas mal. On va quand même découvrir ton parcours antérieur à cette vie médiatique, à cette vie publique, dans la rubrique Kimounouye. Alors Yves Bussy, Kimounouye, si tu devais présenter l'homme Yves Bussy. Vaste question. J'ai envie de dire entrepreneur média tous azimuts. Je pense que ça peut me résumer en quelque sorte. C'est vrai que je respire média, je bois média, je mange média et je crois que c'est moi. Est-ce que ce contact quasi permanent avec le public que tu as depuis, je le disais, depuis plus de 25 ans, ça a été à un moment donné un besoin que tu as ressenti? Alors, pas du tout. Je dois dire que tout cela, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, eh bien le destin a voulu que j'embrasse justement cette carrière médiatique. Et c'est vraiment quelque chose de très spécial. Quand j'y repense, quand je fais un petit retour en arrière, je me dis, eh bien dis donc, si j'avais imaginé, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors justement, ce retour en arrière, on va le faire avec toi. Et on va démarrer avec une première photo. Du début, hein, les débuts d'Yves Bussy, pas encore à la télé, mais les débuts d'Yves Bussy. Déjà sur le devant de la scène. Tu vas la voir derrière moi, cette photo. Ah. Alors, dis-nous. Oui, alors là, je devais avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et m'a-t-on dit, c'est son Berrand, je ne me séparais pas de ce petit nounours là. Je vivais avec. Comment tu l'appelais ce petit nounours? Alors, absolument pas. Je dois dire, je vais être franc avec toi, absolument pas. Tout ce dont je me souviens, c'est effectivement qu'il était très très présent dans ma vie de petit garçon. D'ailleurs, quand je regarde cette photo là, j'ai un souvenir de ma grand-mère un peu plus tard. Ma mère me portait toujours. Et ma grand-mère qui est venue en vacances, parce qu'elle habitait donc dans l'Hexagone, est venue en vacances et elle a dit « Mais mettez ici à terre, faille chez Tibouin » parce que j'étais bien joufflu, poupin et tout. Et puis un petit côté chinois, on m'appelait Chichine aussi. Oui. Ça se voit un petit peu sur la photo, oui, effectivement. Tu as grandi où, Yves? Alors, je suis parti de la Martinique à l'âge de 3 ans. Donc tu es né en Martinique? Je suis né en Martinique, je suis fauillalais, mais d'origine plutôt du Nord, donc Font-Saint-Denis, Saint-Pierre. Quand on entend Bussy, effectivement, oui, absolument. on pense le Nord, à Font-Saint-Denis. Font-Saint-Denis, je fais juste une parenthèse. Tu as dit que j'ai œuvré sur pas mal de médias. Et à l'époque, je me souviens d'une émission sur RCI où j'interviewais le maire de l'époque de Font-Saint-Denis, mais je ne me rappelle plus son nom.
Et il me disait à la fin de l'interview, il me dit, Monsieur Bussier, est-ce que je puis vous demander quelque chose? Je dis oui, allez-y. Donc on était tous là, on attendait. Ne vous présentez pas, si un jour vous décidez de faire de la politique, ne vous présentez pas à François-Denis. Tous les Bussy vont voter pour vous, ils sont trop nombreux. Oui. Et là, effectivement, tu avais une bonne chose d'être élu. Il y a des chances. Oui. Et donc, tu quittes la Martinique à 3 ans. À 3 ans, et ma mère, mon frère et moi, nous atterrissons, si je puis dire, à Cannes-la-Boca. Ah ben tiens, on va voir. On a justement une photo de Cannes-la-Boca. Tu as été fouillé partout, là. J'ai eu quelques indications. Est-ce que tu reconnais? Ah oui, oui, oui. En fait, ça, C'est une photo tirée du site de l'Office de tourisme de absolument. de Cannes. D'ailleurs, c'est pas loin du marché. Regarde, c'est pas loin du marché aux fleurs. Enfin, j'y marché aux fleurs. C'est très fleuri, d'ailleurs. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Cannes-la-Boca est connu pour ça. Ma mère aimait beaucoup les fleurs. Et quand j'y marché aux fleurs, en fait, c'était le grand marché, mais il y avait aussi un secteur qui était très, très fleuri. Et c'est très connu, donc, Cannes, Cannes-la-Boca, c'est vraiment les fleurs, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai des souvenirs d'enfance assez extraordinaires. Et c'est vrai que ça me rappelait donc les Antilles. Il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, etc., etc. Et pour moi, c'est une période très, très agréable. Cannes-la-Boca, le choix de ta mère, c'était de changer de vie un petit peu ou... Changer de vie, absolument, mais tout en restant, comme je viens de le dire, dans un climat tempéré. Ouais. Il fait beau, qui lui rappelait sûrement, effectivement, elle aussi, donc, son pays. Et tu as vécu à Cannes pendant combien de temps? Toute ma prime jeunesse, on va dire 7-8 ans. Après, eh bien, nous sommes montés à Paris. Alors avant de parler de Paris, Cannes-la-Boca, c'était quoi ton quotidien là-bas, en dehors de l'école, bien entendu? C'était donc les copains, s'amuser, aller à la plage, vraiment. C'est une ville assez cosmopolite. Ah oui, oui. Beaucoup d'ethnies, on va dire. Déjà à l'époque. À l'époque, absolument. Mais quand même, il ne faut pas se le cacher, Cannes, Cannes-la-Boca, c'est très bourgeois. Et donc, nous avions cette chance de vivre dans un petit cocon, en quelque sorte. Et puis, c'est vrai de temps en temps, on allait à Marseille aussi, parce que j'avais des cousins qui habitaient Marseille. Et c'est vrai qu'on faisait un peu comme ça, un aller-retour assez vite fait, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'enfance à Cannes-la-Boca très, très agréables. D'ailleurs, j'ai retrouvé un copain qui vit ici maintenant et qui me dit « Mais Cannes-la-Boca, etc., etc. » On se rappelait des souvenirs. C'est quand même assez fou. Tu as vécu à Cannes jusqu'à quel âge alors? Je devais jusqu'à 8-9 ans. Oui, donc l'enfance. Ouais, vraiment l'enfance. D'accord. Et l'adolescence, donc c'était Paris? C'était Paris, chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, Madame Veuve Stelio. Oui, on va en parler tout à l'heure, puisque effectivement, tu es le petit-fils d'Alexandre Stelio. Voilà. Ouais, ce grand musicien. Malheureusement, je n'ai hérité d'aucun de ses talents musicaux. Oui, mais enfin, bon, tu en as d'autres. J'en ai d'autres, paraît-il. Et donc, Paris, c'est l'adolescence, donc c'est un peu la construction de la personnalité. Ah oui, forcément. Absolument. C'est changement total. Changement total, je veux dire, dans les habitudes, c'est pas du tout le même climat, forcément. Bon, évidemment, il y a l'été, l'hiver, l'automne, etc. Pas du tout les mêmes fréquentations, forcément. Là, dans un quartier un peu plus modeste, on va dire, bien que le 17e, Parc Monceau quand même, mais c'est vrai qu'on est un petit peu entre deux mondes, j'ai envie de dire. Oui. Et là, j'ai vraiment, effectivement, fréquenté pas mal de populations issues donc des pays du Maghreb, entre autres, des Issues Africains, de l'immigration, comme on dit. Issues de l'immigration, comme on dit. Et c'est vrai que, comme tu disais, ça forge un caractère. Ça forge un caractère. Alors, ça ouvre l'esprit aussi. Ça ouvre l'esprit. J'étais malgré tout assez, alors ça peut faire rire quand je dis ça maintenant, assez réservé. Quand je dis maintenant aux gens que dans ma prime enfance, j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, etc., etc. Eh bien, à partir de là, ça m'a aidé justement à m'épanouir. Et c'est vrai que, en plus, ma mère, ma grand-mère, donc élevée par des femmes, j'avais des cousins, comme je l'ai dit, qui sont aussi montés à Paris par la suite.
Et c'est vrai, eh bien, on nous a tous mis en pension. Toute la famille, les cousins, on était tous dans une pension. Ah, dans la même pension. Dans la même pension. Et je peux te dire que c'était assez épique. Et le fait justement d'avoir été séparé de ta mère à ce moment-là, de te retrouver en pension, là aussi il y a des éléments constructeurs. Absolument. De ta personnalité. On est obligé de... Je ne dis pas qu'on est livré à soi-même, parce qu'effectivement, heureusement qu'il y avait les cousins, tout ça, mais c'est vrai heureusement, on se serrait les coudes. Ouais. J'ai des anecdotes comme ça, je vois mon cadet, donc mon frère. J'ai une anecdote comme ça, il vient, c'était en récréation, d'un coup, il vient en pleurs, je vois qu'il est tombé et tout, j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive et tout et tout. Ouais, il y a un gars là, je me souviens, c'est un Arménien. Il m'a donné des coups et tout et tout. Alors nous, moi je fais le café gauche, donc je vais voir le gars et je m'aperçois que le gars c'est un petit nabo. Dans ma expression, il est tout petit. Et là, donc, moi, je viens, et c'est toi, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que le gars m'a envoyé une première de droite. Je m'en souviens encore, c'est pour te dire. Petit, mais très râblé, très vindicatif et tout. Et ça sert de leçon, ça aussi. Comme quoi, il faut se méfier des petits. Et je t'assure que ça m'a servi de leçon, jusqu'à présent. Alors, on va voir une autre photo, Yves, qui correspond en fait à tes études, à ta formation de base, qui est une formation d'art plastique. En fait. Artistique, absolument. Et on va voir donc le lycée d'art plastique de Corvisart. La photo va arriver. Voilà. Alors, c'est une partie de ta formation, de tes études. J'ai commencé par... si tu veux me revenir un petit peu en arrière, au lycée, moi, mes parents voulaient que je sois prof de français. Alors, c'est vrai que j'étais pas mal doué en dissert, j'avais le verbe haut, etc., etc. Voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, c'était le dessin. Je passais mon temps à dessiner. Je ne sais pas, c'était inné, c'était comme ça. Je dessinais mes profs, je dessinais mes copains, je faisais des caricatures, etc., etc. Et le prof d'art plastique me repère. Puis il me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis, moi, je ne sais pas trop, mais bon, j'aimerais bien dessiner. Mais il me dit, mais dessiner, ça ne veut rien dire. Parce que, tu sais, il faut que... Prof de dessin, peintre, artiste peintre, etc., etc. Je dis, je ne sais pas, je veux dessiner. Et du coup, le gars, il me dit, écoute, je vais te donner des cours particuliers. Parce que je pense que tu es doué. Et ça a commencé comme ça. J'ai passé donc le concours des Beaux-Arts, que j'ai réussi. Alors, pour être clair avec toi et pour être clair avec tout le monde, j'y suis resté 1 an. Pourquoi, justement? Alors, chaque fois que je sortais... Non. À chaque fois que je sortais de cours, boulevard Saint-Germain, je retrouvais les anciens élèves des Beaux-Arts en train de dessiner dans la rue pour gagner de l'argent. Ah oui, d'accord. Et moi, je me suis dit... Ça t'a un petit peu Et je me suis dit, c'est ça être dessinateur, c'est ça être peintre, c'est ça être artiste. Et j'avoue que ça m'a... Au fur et à mesure, dans ma tête, je me disais, mais bon, comment est-ce qu'ils gagnent leur vie, quoi? Alors, c'est vrai qu'on a des exemples, on a des Picasso, on a des... Voilà, etc. On a des contemporains, mais bon, c'est 1 sur combien? Oui. Et quand tu fais le calcul, tu te dis, est-ce que toi, tu es assez doué? Il faut une part de chance, il faut quand même être doué, il faut avoir la foi, comme on dit chez nous. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai vite réfléchi, je me dis, je veux toujours rester... Alors, j'ai été prendre conseil de mon ancien prof du lycée, qui me demandait alors comment ça se passait. J'expliquais, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment continuer dans ce métier-là, choisis les arts plastiques, choisis un métier qui va te permettre de gagner de l'argent, où tu seras pratiquement sûr de vivre de ton art. Et donc, j'ai passé le concours de Corvisart qui préparait donc à la photographie, au dessin, l'impression, etc., même à la mode, etc., etc. Et j'ai donc fait toutes les étapes. J'ai passé le concours, réussi effectivement. Et après, donc, en sortant, j'ai commencé à travailler. Et je suppose que Corvisart, c'était une ambiance très différente de celle des Beaux-Arts. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que les Beaux-Arts, c'est un peu, comment dire, une espèce de temple. C'est sacro-saint, etc. Bien que ça soit bon enfant, attention. Hein. Mais là, Corvisart, c'est plus éclectique, j'ai envie de dire. C'est plus ouvert.
c'est moins statutaire, on va dire. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça me plaisait plus. Et tu as fait combien de temps donc Alors, à 4 Courts-Bizarre? Alors c'était une filière, il y avait une filière lycée, une filière études supérieures également. Absolument, absolument. Donc 5 ans, je dis 4 ans, 5 ans, parce que j'ai fait une spécialité. Mais c'est vrai que c'est très formateur. C'est une école de la vie aussi, là. Parce que on nous a toujours appris que faites comme si vous êtes dans une entreprise. Travaillez sérieusement, apprenez sérieusement. Alors, il y avait des cours qui étaient barbants, hein, style l'histoire de l'art, par exemple. Ouais. Tu es obligé de passer par là. Et c'est vrai, et après, tu t'en aperçois. On ne bâtit pas une maison sans fondation. Si tu ne connais pas les bases, eh bien, c'est dur après de pouvoir évoluer. Et donc, tu es devenu ensuite professeur d'art plastique? Alors, pas tout de suite. J'ai commencé à travailler. Alors, ça a été une époque formidable. Parce que certains disent, ouais, travail, comment ça? Oui, je commence à travailler tout de suite. Et anecdote, là encore, mais j'en ai plein, je ne sais pas si on aura toutes les missions pour voir. Mais je sais que tu vas me taper sur le doigt à un moment. C'est vrai que j'ai décidé d'être illustrateur de mode. Ah oui. Voilà, bon, la mode me plaisait, j'aimais ça et tout et tout. Et j'ai répondu à une annonce. Ils recherchaient un magazine, le magazine Elle, recherchait... Rien que ça? Absolument, ben, tant qu'à faire. Hein. Moi j'avais peur de rien. Hein. Le magazine Elle recherchait un illustrateur. Donc je me suis dit, j'ai pris donc mon dossier à l'époque, on avait des grands dossiers, on se baladait avec tout mon book, mes illustrations, et j'arrive à Neuilly. Donc Elle, tu imagines, grand comme ça, je me voyais déjà, et j'entre, on me dit voilà, je monte les étages, et il y a quelqu'un qui m'arrête à un moment, et qui me dit, c'est maintenant que tu arrives, tu es vachement en retard. Je lui dis, je comprends pas, là. Il me dit, allez, viens. Donc moi, je suis. Bon, j'ose pas trop interférer. Et puis il est très, comment dirais-je, très entreprenant en la matière. Et j'arrive dans un studio avec plein de mannequins, des femmes plus belles les unes que les autres, des mannequins hommes également, très très beaux également. Il m'a dit, bon voilà. Je lui dis, attends, je crois qu'il y a mal donne là. Je ne suis pas venu pour être mannequin, moi. En fait, le gars m'a pris pour un mannequin. Ce qui était un peu flatteur. C'était absolument flatteur, il faut le dire. Et en fait, quand je lui ai dit ça, non, moi, je suis venu pour le poste d'illustrateur. Ah, mais super déçu, le gars. Et en fait, donc, j'ai trouvé la bonne porte. Et c'est Fouli Elia, qui était le directeur artistique de Est, un Égyptien à l'époque très très connu, un gars exceptionnel. Et c'est lui qui m'a engagé. J'ai commencé à travailler donc, en tant qu'illustrateur pour le magazine Elle. Après, ça a été pour le magazine Dépêche Mode également. Et donc voilà. Et puis après, j'ai décidé de rentrer chez moi à un moment. Ça me manquait. Alors, tu as été maître auxiliaire d'art plastique, c'est ça? Absolument. Pour l'Académie Anté-Guyane. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Donc ça c'est la Martinique, donc on va y revenir dans un instant. Mais on va faire une petite pause Stelio. Alexandre Stelio. On va d'abord regarder une vidéo et puis avec plaisir. On revient en plateau. La biguine devient une grande mode française à partir de 31-32 et sa star et surtout sa source, c'est Alexandre Stelio. Quand on écoute Stelio, on écoute la clarinette et on danse. Énormément d'Antillais, Guadeloupéens, mais surtout Martiniquais, vont vivre la ruée vers l'or en Guyane. Et donc sa mère part là-bas. Et Alexandre Stelio s'est déjà joué de la musique, hein, il s'est déjà joué de la clarinette. Alexandre Stelio, stylistiquement,
c'est quelque chose de tout à fait typique de la Big In, mais de tout à fait typique d'Alexandre Stelio lui-même, dans la manière de jouer la mélodie, dans la manière de commenter la mélodie, mais avec un tempo absolument implacable, un souffle absolument prodigieux, une inventivité absolument prodigieuse. Donc, comme Alexandre Stelio, Yves Bussy est rentré en Martinique, mais Alexandre Stelio, donc c'est ton grand-père, c'était ton grand-père. C'était mon grand-père, donc... Alors, je précise que c'était une vidéo France Musique, c'était écrit, mais je peux te le dire. Absolument, c'est bien. Et c'est vrai que je lui dois quand même quelque chose à mon grand-père, non seulement la connaissance du patrimoine musical martiniquais, entre autres, mais également le fait d'avoir appris le créole. Alors c'est vrai que dans ma famille, comme beaucoup de familles à l'époque, on ne parlait pas beaucoup créole. C'était même parfois interdit. Et c'est vrai qu'on parlait créole en dehors, avec les copains, à l'école, etc., etc. Et dans la cave de ma grand-mère, j'ai découvert des partitions de mon grand-père, que je n'ai pas connues. Et là, je me suis dit, curiosité et tout et tout. Et j'ai commencé à lire, à apprendre le créole, etc. Et chance pour moi aussi, je revenais en vacances quand même, pratiquement tous les ans, ici en Martinique. Donc les deux, ça a aidé. Ouais. Mais j'ai commencé à Paris la connaissance du créole avec les partitions musicales de mon grand-père. Alors, au moment où se termine l'extrait qu'on a appris de la vidéo, il rentre de Guyane vers la Martinique, il revient chez lui. Il s'appelle d'ailleurs Alexandre Fructueux. Et il est devenu, il a pris un nom d'artiste, Stelio. Et on va le voir sur la photo suivante. Il a créé le Stelios Band. Le Stelios Band, absolument. Mais le succès a surtout eu lieu à Paris. Et pratiquement à Paris. L'exposition coloniale, il a joué à l'exposition coloniale, et c'est, je ne devrais pas dire ça, mais c'est lui qui a amené la Big In à Paris. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jalousie à l'époque entre musiciens, et ça se résumait maintenant comme les rappeurs. Oui, c'est ça. C'était pareil. Il y avait des battles, il y avait des clashes, des provocations. Absolument. D'ailleurs, mon grand-père répondait à certains musiciens par des chansons, c'est pas en meg, ou ça, c'est pas en meg, ou c'est en zitata, par exemple, etc. etc. Et c'était des batailles assez épiques comme ça. Et les gens se réjouissaient de ça, d'ailleurs. Et malheureusement, on a l'impression que Stelio n'a pas véritablement été reconnu en Martinique. Compte tenu de son parcours, même si bien sûr on connaît certains de ses titres, je pense que les musiciens plus anciens que ceux d'aujourd'hui y ont fait référence. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on dit souvent que nul n'est prophète en son pays, il est vrai. C'est vrai que Stelio a été plus connu du côté donc, de l'Hexagone, succès commercial, succès financier, boîte de nuit, etc. etc. Et c'est vrai qu'en Martinique, ça n'a pas toujours été facile. Bon, c'est vrai qu'il est reconnu par ses pairs, c'est exact, mais je pense que c'est en train de changer parce que j'ai eu quelques exemples de jeunes qui s'intéressent donc qui reviennent à la Big In à Mazurka et donc à Stelio. Et il a aussi reçu un prix dans le cadre de Big In Jazz, il me semble. Absolument. Là, il y a même une jeune femme dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a écrit une thèse sur Stelio. Et j'ai même, moi, eu l'honneur d'inaugurer le collège Alexandre Stelio, aux Anses d'Arlet, dont c'est la commune d'adoption. Et il y a une stèle donc, à son effigie donc, aux Anses d'Arlet. Alors Yves, cette émission est consacrée à Yves Bussy. Donc après cet épisode Stelio, on va revenir à toi. On va parler plus particulièrement de ton parcours professionnel à travers la rubrique Matinique. Alors tu le disais, tu as, au moment où tu as réussi, enfin tu as été diplômé de l'école d'art plastique de Corvisart, tu as décidé de revenir en Martinique. Absolument. Et avec donc mon diplôme, je me dirige logiquement vers l'Académie Antilles-Guyane parce que je me dis bon, il faut que je gagne ma vie, donc je vais enseigner. D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé pour ce retour ici? Alors, comment dire, c'est vrai que j'étais très bien là-bas. Mais à un moment, comment t'expliquer, il y a cette espèce de nostalgie, on va dire de retour au pays, going back roots. Et malgré la possibilité pour toi d'être illustrateur dans des grands médias comme on a parlé, Elle ou Dépêche Mode. Absolument, mais je crois qu'en chacun de nous, on a quelque chose qui fait qu'on a envie de revenir chez nous.
particulièrement pour les insulaires, je le pense. Et là, après plusieurs essais, il faut le dire quand même, hein, je ne vais pas se mentir, j'ai fait, si je me souviens bien, 3 essais. Et je ne me retrouvais pas. 3 essais de retour. Ouais, de retour au pays. Et je ne me retrouvais pas, quoi. Pardon. Et je n'ai pas peur de le dire, hein, autant quand on vient en vacances, à l'époque, je ne sais pas si ça perdure encore ici pour les plus jeunes, qui reviennent au pays, mais c'est vrai que quand on vient en vacances, les grandes tables dans le dos, on fait la fête, etc. Et quand on revient définitivement, eh bien, il y a une cassure. En ce qui me concerne, ça a été le cas. Et je n'ai pas peur de le dire, hein, j'ai vécu un racisme social. On va dire, j'étais même en étant né ici, mais pour les Martiniquais, pour ceux qui n'étaient pas partis, etc. J'étais un négropolitain qui rentre chez lui, avec tout ce que cela implique. Hein. L'accent, je te raconte pas. Hein. Déjà. Après Cannes-Paris, effectivement. Enfin, ouais, ça fait un peu mal. En plus, je ne bois pas d'alcool, donc je ne bois pas de rhum. Donc je ne suis vraiment pas l'archétype vraiment complet de ce qu'on peut appeler le Martiniquais de souche. Et il y a quelqu'un qui n'a pas tenu compte de cette vision-là, qui lui t'a tendu la main. On va voir sa photo. Et je vais te laisser la commenter. Alors c'est Jérémy Édouard. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est quand même quelqu'un de très très connu. Beaucoup de gens le connaissent, bien sûr. Il est plus jeune que moi. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il y a eu un feeling qui est passé tout de suite. Lui, il a eu aussi un peu ce parcours justement de bâton mis dans les roues, on va dire, et tout ça. À force d'abnégation, de courage, il s'est fait tout seul. Et c'est vrai que tout de suite, eh bien, on s'est entraidés. Vraiment, il y a eu une osmose totale. Et jusqu'à présent d'ailleurs, même s'il est très, très éloigné maintenant, il est à La Réunion, oui, tout à fait. Eh bien, on s'est toujours suivis, on a eu des parcours séparés, professionnels, mais on s'est toujours retrouvés et notre amitié est toujours aussi forte et je tenais donc à le dire parce que pour moi c'est quelqu'un de vraiment professionnellement exceptionnel, également en termes d'amitié, quelqu'un de très fidèle. Et tu as travaillé avec lui? Alors j'ai travaillé avec lui, il a même été mon directeur artistique à RFO à l'époque. Et donc, au temps où j'étais, entre guillemets, la vedette d'RFO, puisque, en concurrence d'ailleurs avec un autre animateur, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, Didier Dical. J'ai commencé donc avec Didier Dical. Probablement un parent de Bertrand Dical qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que même là aussi, il y avait des petites battles entre animateurs, assez sympathiques d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, émulation. Mais ce n'est pas Jérémy qui t'a permis d'entrer dans ce grand monde des médias. C'est quelqu'un d'autre. Absolument pas. En fait, dans une autre radio libre. Dans une radio libre. Dans une radio libre à l'époque. Donc, je sortais de ma période maître auxiliaire d'art plastique pour l'Académie Antilles-Guyane. Et j'avais un ami, je dis j'avais parce que malheureusement il n'est plus, Gilles Chalonneau, qui avait à l'époque donc monté une petite radio libre qui s'appelait FM8. Et Gilles m'appelle un jour, me dit « Yves, ouais, je sais que tu dessines, etc. Est-ce que tu peux me faire le logo d'une radio que je suis en train de monter ?» Je dis « Ouais, comment s'appelle ta radio? FM8 et tout. » Donc, je lui fais son logo, il est super content et tout et tout. Et donc, il me dit « Toi qui aimes bien parler aussi, on a une conférence de presse pour lancer la radio. Est-ce que tu veux pas parler devant la presse ?» Je me suis retrouvé, j'avais jamais fait ça, je me suis retrouvé donc devant la presse pour annoncer cette nouvelle radio, etc. etc. Et de fil en aiguille, je passais souvent à la radio. Et un jour, je trouve Gilles, un soir, je trouve Gilles dans un état incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'en ai marre. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, les animateurs étaient bénévoles. Donc ça allait, ça venait, turnover, etc. etc. Il me dit, ouais, je cite, il y a un connard qui n'est pas venu, j'en ai marre. Tu veux pas prendre sa place? Mais comme ça. Mais je te jure, comme ça. Moi, tu plaisantes. D'une part, j'ai jamais fait ça. Ok, c'est très sympa. Je vois. Bon, c'est vrai que j'apprends vite, etc. Il me dit, tu commences demain. Et moi, j'ai pris ça comme un challenge. Et c'est vrai que le lendemain, j'étais au fourneau, si je puis dire. Et à l'époque, pour ceux qui ont connu cette époque, c'était des racks qu'on mettait. Il y avait encore les vinyles et tout. Je me souviens de ma première émission, je tremblais. Mais alors, tout ça, ça a été une catastrophe. Mais après, ça a très, très bien marché. Très, très bien marché. C'était ma première émission, c'était une émission déjà, qui s'appelait Assiette anglaise.
Et puis voilà. Bon, Et ensuite, tu as donc été embauché, tu as été Alors, embauché oui. à RFO, à l'époque Voilà. c'était RFO. RFO, je reçois un coup de fil un jour, à la radio d'ailleurs, une personne qui me dit voilà, je suis d'RFO, vous nous intéressez, est-ce que vous ne voudriez pas venir travailler à RFO? Alors j'ai pris ça pour une blague au départ. parce Donc que c'était forcément, pour la radio à ce moment-là. C'était pour la radio, c'était pour la radio. Et je me souviens toujours, je peux la citer, c'était Madame Caretto. Et parce que c'est elle qui m'a appelé pour me dire cela. Et j'ai débuté avec Daniel Bétis, à l'époque, qui faisait les matinales. Et Daniel devait partir en stage sur l'Hexagone, donc. Et on m'a dit, ben, vous allez faire les matinales, vous serez en stage un petit moment avec lui, sans salaire, je le précise, à l'époque. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait les matinales à RFO comme ça, et de fil en aiguille, voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a eu la télé. Alors justement, il y a un programme qui a véritablement contribué à ta notoriété, c'est le fameux « Bonsoir chez vous ». J'essaie de le faire, mais je ne peux jamais imiter Yves Bussy. Alors on va regarder la vidéo, un extrait de la vidéo de la météo, et puis on en reparle juste après. D'accord. Du côté des marées maintenant, eh bien, nous aurons une pleine mer à 4h15 et pour la basse mer à 18h15, n'oublions pas de soleil qui montrera le bout de son nez à 5h50 et nous accompagnera jusqu'à 18h24. Voyons maintenant ce qui se passe de par le monde côté température. Paris, Orly, 28 degrés, Marseille, 32 degrés, Montréal, 26 degrés, New York, 23 degrés, Miami, 33 degrés, San Juan, 25 degrés, Pointe-à-Pitre, 32 degrés, Cayenne, 30 degrés. Comme je sais que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, voici le proverbe du jour. Bouche-lit pas ni dimanche, autrement dit, il parle sans s'arrêter, un peu comme moi d'ailleurs. Ainsi se termine ce bulletin. N'oubliez pas le numéro de téléphone de Météo France, on ne sait jamais. Ça peut servir. Et bonsoir chez vous. Alors ce fameux « Bonsoir le chez fameux vous ». bonsoir chez vous. Voilà, alors, le bonsoir chez vous, mais aussi le fameux proverbe que tu donnais à chaque fois. Absolument. Ça devait te demander un petit peu de boulot d'ailleurs, de chercher à chaque fois le proverbe. Alors, mais je voudrais juste faire un petit retour en arrière très très vite avant d'arriver à ça. Donc c'est la télé. Oui, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis le pied, et je tiens quand même à le souligner, c'est Alfred Villot, un réalisateur, qui m'a sorti, si je puis dire, de la radio pour me faire... pour me donner donc ma chance en télévision, mes premiers pas avec des émissions comme Trampolino, etc., etc., pour arriver à la météo. Alors, avant d'arriver au Bonsoir chez vous, sache quand même que j'ai refusé de faire la météo au départ. Pourquoi? Parce que C'est un programme ringard pour toi? non, Non? pas du tout. Non, j'avais simplement peur, j'ai pas honte de le dire, quand on n'a pas honte, comme on est chez nous, et bien qu'en passant dans la rue, les gens m'appellent la grenouille, etc. Miss Météo. Miss Météo, entre autres, etc., etc. Et j'ai tenu pendant 1 an, et c'est Gilles Gressier, qui était à l'époque directeur de la régie pub, donc des RFO, qui m'a dit, mais il faut que tu le fasses, il n'y a que toi qui puisses le faire. Je lui ai dit, bon, finalement, j'ai accepté, et je ne regrette pas, c'est vrai. Et ce fameux Bonsoir chez vous, c'est vrai qu'en commençant, je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose qui marque. Et je me suis souvenu d'un certain journaliste, M. Mourouzi, à l'époque, c'était le premier journaliste qui a présenté le journal Debout, ou assis sur son bureau. Il commençait, le 13h de TF1. C'est ça, 13h, et il disait « Bonsoir ». Comme ça, je me dis, ça c'est un truc fort, ça. Ça c'est un truc fort. Et puis aussi, j'écrivais une rubrique pour TV Mag, aussi à l'époque, qui s'appelait « Bonsoir chez vous ». Parce que j'allais donc dans tous les endroits festifs, et puis je faisais un petit résumé toute la semaine, et je me dis, tiens, je vais lier les deux, le bonsoir chez vous et le bonsoir d'Yves Mourouzier, c'est parti comme ça. Alors une anecdote, j'ai commencé donc avec le bonsoir chez vous. Première semaine, tout le monde est venu me voir en me disant, Yves, tu vas dire ça tous les soirs? Un truc de fou. Et pour revenir donc au proverbe, au début, je faisais les saints, si je puis dire. Je donnais le saint du jour. Oui. Et la Guadeloupe, qui faisait aussi la météo, d'ailleurs, entre parenthèses, au départ, on leur avait proposé la météo, puisque c'est le bassin, donc Guyane, Martinique, Guadeloupe, on donnait les programmes. Ils ont refusé au départ, parce que, voilà, ça c'est pas... Une semaine après, on veut la météo, on veut bien la prendre. Et donc, il y avait une animatrice en Guadeloupe qui a commencé la météo, et puis elle disait le saint du jour. Je dis, non, ça ne va pas être possible, ça. Du coup, je me suis penché sur les proverbes. Et comme tu disais, c'est vrai que ça demandait un petit peu de boulot. Mais bon. On peut dire que c'est ce programme
qui a véritablement été déclencheur de ta notoriété, clairement. On peut le dire, on peut le dire. C'est vrai qu'avant, bon, on me connaissait en radio, télé, mais c'est vrai que, disons que c'est le programme qui a plus marqué l'esprit des gens. Oui. Il faut dire aussi que la météo, tout le monde en regarde, quoi. Quel que soit le pays au monde, c'est le programme le plus regardé, pour cause. Tout le monde a besoin de ça, savoir le temps qu'il va faire. Et je dois avouer que c'était assez fort. Et cette météo, tu l'as présentée pendant plus de 15 ans. Absolument. Si je me souviens bien, j'ai commencé en 2005. 2005, ouais, bon, ça va faire près de 15 ans. Ouais. 2005 quand même. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Enfin, Non, mais en fait, ça a permis probablement aussi aux chaînes de télé en Martinique de se rendre compte de l'importance de ce programme. Absolument. Non seulement parce que tu l'as rendu beaucoup plus vivant, mais parce qu'on s'est rendu compte que ça devenait un rendez-vous. Même chez nous, on a l'impression que le temps ne change pas très souvent. Il y avait moyen de l'aborder de façon assez originale. Et oui, donc on a commencé, c'est vrai, avec une météo assez originale, comme tu dis, et puis il y avait la météo des cyclones. Oui. Et ça, c'était le rendez-vous à chaque période Absolument. cyclonique. Mais jusqu'à maintenant, c'est un programme qui est très, très suivi, bien sûr. Encore plus dans cette période cyclonique. Et puis, tu as aussi contribué à démystifier certains sigles, la ZIC, par exemple, qui n'est pas de la musique. Je me suis fait, entre guillemets, hein, je dis toujours cela avec beaucoup de modestie et d'humour, je me suis fait quelques ennemis parmi les agents de Météo France, les techniciens de Météo France, parce que je vulgarisais certains termes. Je veux dire que quand je recevais les bulletins, avec des talouegs, avec des zic, avec des ceci, avec des cela, et juste une parenthèse, il faut dire que j'ai été formé, je rends hommage, par Jean-Noël Degrasse, parce que j'ai fait un stage avec Jean-Noël Degrasse quand même, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai, on ne débarque pas comme ça dans la météo, j'ai envie de dire, quoique, quand je regarde certaines choses, mais bon, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé, et vulgariser le programme, à la fin, ils te disent merci quand même. Donc la vidéo, c'est une vidéo de Martinique Première. Tu as travaillé assez longtemps à Martinique Première, mais plutôt en tant que producteur par la suite en télé. Absolument, parce que j'ai commencé la météo avec RFO. Donc, j'étais. À l'époque, c'était RFO. Oui. C'était à l'époque. Ensuite, RFO a décidé d'externaliser, comme ils disaient à l'époque, donc le programme et a donné ce programme à une société de prod extérieure, qui après n'a pas pu continuer à la produire. Et j'ai pris le relais en tant que producteur. Et donc, j'ai été donc justement prestataire de service de la première jusqu'à la fin la fin de mon contrat. Il y a une chose qui m'a intrigué dans ton parcours, c'est cette période Saint-Martin. On va voir une photo avec le sourire rayonnant, irradiant d'Yves Bussy. C'est gentil. Bon, tu as compris, c'est un petit peu ironique, oui, parce que c'est vrai que cette une, elle est presque, on ne te reconnaît pas. C'est vrai que cette une-là, certains pourraient être surpris, c'est à la même époque que la météo. Oui, c'est ça. Alors justement, comment tu as fait pour continuer la météo? Bon, maintenant, toute une histoire. S'enregistrer à distance. Mais... Oui, non, là, toute une histoire. Figure-toi que j'ai été contacté par un chasseur de tête, à l'époque, qui cherchait un directeur pour une radio, à Saint-Martin. Donc, cette personne me contacte, me disant, voilà, on a fait le tour... Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça, et on s'est arrêté sur vous. Et on aurait besoin que vous veniez donc diriger une radio à Saint-Martin. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible déjà. Non, mais c'est pas pour tout de suite et tout et tout. Bon, bah, écoutez, oui, pourquoi pas, on discute et tout et tout. Et un mois après, il me rappelle en me disant, il faut que vous veniez tout de suite là. Parce que c'est imminent, ça y est, on a monté la radio, voilà, il faut que vous veniez. Je dis, mais je peux pas. Et en même temps, je me dis, Saint-Martin, pour y avoir vécu auparavant, j'y allais tout le temps en vacances, etc., etc. Et je me dis, j'aurais bien été à Saint-Martin, mais comment faire? Effectivement, comment allier les deux? Bon, je me suis dit, allez, je tente le coup. Et je te rappelle qu'à l'époque, je faisais la météo aussi avec des Miss Météo. Oui. Je n'étais pas tout seul. Donc, je me suis dit, je vais essayer donc de faire en sorte que je sois moins présent sur la météo, que les filles, j'en avais 2 de Miss Météo, fassent plus de temps d'antenne, et que moi, je revienne, c'était assez je revienne une fois par mois, tout un mois,
Et je fais donc la météo Ah oui, d'accord. pendant un mois. Et donc j'ai négocié avec mon futur employeur de pouvoir donc revenir un mois en Martinique pour pouvoir faire la météo. Et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est en fait, les gens étaient persuadés pratiquement que j'étais là tout le temps. Oui, tout à fait. La force de l'habitude, en fait. Et donc, d'où cette une, effectivement. Donc, quand les Saint-Martinois ont appris que je venais à Saint-Martin, voilà, ça donnait ça. Voilà. Et tu es resté combien de temps à Saint-Martin? Alors, je suis resté 6 ans à Saint-Martin. C'est pas mal, quand même. C'était agréable. Très agréable. Ouais. Mais je connaissais déjà, comme je te l'ai dit. Et je dois t'avouer une chose, pardon, si on me demandait maintenant, d'ailleurs ma valise est déjà prête, hein, si on me demandait, voilà, tu pars à Saint-Martin, je pars tout de suite. Alors une autre expérience qui t'a plu, qui est plus récente, hein, on va la voir, c'est l'expérience avec Kelly Rangana. Voyage et délices by Chef Kelly. Absolument. C'est une émission que tu as présentée ou il y en a eu plusieurs? Une émission, en fait, le principe, eh bien, comme elle voyage dans toute la Caraïbe. C'est une chef réunionnaise très connue, qui a été révélée par des émissions de télé notamment. Et elle prend donc des personnalités pour faire l'émission avec elle. Et j'ai été choisi, donc, et ça a été vraiment un très grand plaisir. J'ai découvert quelqu'un... Ah oui, tu ne l'as pas présenté, tu as participé à l'émission, en fait. Voilà, hein. absolument. Et quand tu as dû présenter, ça m'a rappelé quelque chose, parce que quand l'émission a été finie, elle m'a dit, mais finalement, on l'a co-présentée, cette émission. Parce que j'étais tellement pris dans le truc, le réalisateur est venu me voir après, il me dit, si un jour j'ai un projet, je t'appelle. Et tu parlais tout à l'heure d'une émission que tu avais présentée, la première émission que tu avais présentée, l'assiette à table, c'est ça? Assiette anglaise. Assiette anglaise, Assiette voilà. anglaise en radio. Tu es très attiré par le thème de la gastronomie? Ah oui, moi je suis... j'adore manger, ça se voit pas, hein, contrairement à toi. Oui, merci. Merci du compliment, mais je t'en prie. Je fais des beaux efforts tous les jours. Non mais, j'adore manger. J'adore manger, je suis un gourmand doublé d'un gourmet. Et c'est vrai que j'ai du mal à résister. D'ailleurs, ma grand-mère m'appelait bec sucré. J'adore les desserts et tout. J'ai envie de dire, je suis un épicurien de ce côté-là. On va terminer par deux photos, Yves, et là c'est moi qui vais te taquiner. Je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre 2021? Qu'est-ce que tu t'es mal réveillé? On sait que tu aimes dire bonjour ou bonsoir, n'est-ce pas? Mais bon, bel bonjour ce jour-là, 16 décembre 2021 à Fort-de-France. Tu es un petit peu fatigué. Non, en fait... Tu te souviens de cette photo? Absolument. C'est tiré de ta page Facebook. Absolument. C'est en fait, sur Instagram, donc, je suis un grand fan d'Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux, et je poste donc des belles bonjours et des belles bons souhaits. D'accord? Et là, effectivement, je me suis dit, tiens, je sortais d'une nuit assez... Ah oui, ça se comprend mieux. Assez épique d'ailleurs, n'est-ce pas? Et là, j'étais sur une formation qui puisait, parce que je fais de la formation également, donc avec le Greta entre autres, et à titre personnel, donc j'ai une boîte de prod, voilà. Et j'ai posté là, et après je me suis dit, oh là, mais en même temps, c'est moi. La photo d'après est quand même beaucoup plus sympa. Je crois que tu l'avais posté 2 rivières pilotes. Et là, on retrouve le Yves Bussy. Voilà, c'est celui, le Yves Bussy qu'on aime voir et qui effectivement là, était heureux à Rivière-Pilote. Apparemment, c'était un concert. Hein. Oui, absolument. 30 avril 2022, donc c'est assez... C'est relativement récent, oui. C'est vrai que j'aime bien, j'aime toujours autant sortir. Bon, c'est vrai que la pandémie nous a privés de pas mal de sorties, hein. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien sortir aussi, mais avec des amis. Mais j'ai toujours gardé aussi, quand je te disais, que j'avais toujours ce petit côté un peu réservé. Et si bien que certaines personnes disent que je suis comparaison. Un exemple, quand je rentre dans un restaurant, je ne regarde personne. D'une part, parce que si je regarde les gens, c'est fini. Je ne peux pas déjeuner. Et donc les gens pensent que je le prends de haut et qu'effectivement je suis que les snobs. Mais ça n'est pas le cas, je rassure tout le monde. Alors, on va accélérer parce qu'on a un petit peu pris par le temps. On va passer à la rubrique politique. Alors ta politique, Yves, on va dire que c'est plutôt la recherche de l'originalité. On l'a vu à travers certaines émissions, certains concepts que tu as eu l'occasion de créer. Il est vrai. Et tu pousses
cette originalité Ouais, tu me jusqu'à fais peur. ta tenue vestimentaire. Oui. Et puis aussi les photos. On va voir cette photo qui a été réalisée pour le magazine Ewag. Bon, Ouais. qui nous rappelle des petites choses, le Qui me reflète parapluie, bien, absolument. etc. La météo. Ouais. Mais je suppose que c'est pas Ewag qui l'a choisi, c'est un petit peu Non. une collaboration. Ouais, j'ai fait une mise en scène, en fait. C'était un article, justement, qui décrivait mon parcours professionnel, Ouais. et en particulier, plus connu, donc, la météo. Et je me suis dit que pour illustrer, donc, cet article, ça serait très bien que je fasse une petite mise en scène. Voilà. Et je pense que ça me reflète bien. Ouais. Effectivement, et j'étais très, très content du rendu. Et dans le choix des concepts que tu crées, puisque tu es aussi producteur, on sent cette recherche de l'originalité. Je m'efforce à chaque fois, je dirais même que c'est peut-être inconscient chez moi, hein, mais je m'efforce à chaque fois d'aller de l'avant et de ne pas essayer de faire. Enfin, tout a déjà été pratiquement fait. Quand je dis on n'invente pratiquement rien, on améliore, on le met à notre sauce et tout, mais j'essaie de ne pas faire ce que fait le voisin. Oui. Et je pense que c'est ma longévité et doit être due à ça quelque part. Si je te dis au lit avec, Ah, encore quelque chose d'original. alors on regarde la vidéo et on oui. revient On tout en de suite. discute après. Salut, c'est Christiane Baléjo. Bienvenue dans mon lit. Alors, depuis le confinement, j'ai trop d'activités, j'ai trop de choses à faire entre les gâteaux, la cuisine, le ménage, des activités avec ma fille, devoirs, sport, lecture et compagnie, musique, tout ça. J'ai vraiment pas le temps de rester au lit, donc pas de sieste. Je reste beaucoup moins au lit finalement. Me donner vraiment. Alors, Christiane Valéjo, la Queen, The Queen. The Queen, Christiane. Cette idée pour Créola, en fait, au lit avec, ça aussi, ça te ressemble en termes d'originalité. Alors, c'était pas au lit avec, c'était pas Yves Bussy au lit avec. Non, absolument. D'ailleurs, on l'a vu, elle était toute seule dans son lit, heureusement. D'ailleurs, je ne crois pas que son très proche aura apprécié. Non, je plaisante. Mais cette volonté de toujours faire dans l'originalité, de sortir un peu des sentiers battus. Encore une fois, que je pense que c'est... Bon, ça vient, je pense, aussi de mon éducation. Ma mère était chapelière, artistique. Et puis le côté artistique, hein, dans la famille, on est tous artistes. Et c'est vrai que ce petit côté-là, un petit peu original, faire ce que les autres ne font pas, encore une fois. Et je me dis que si c'est pour faire toujours la même chose... autant rester chez soi, quoi. Ouais. Il y avait eu bien avant ça, il y avait eu Culotte Noire pour Nuit Blanche. Entre autres, pour TCI. Pour TCI, effectivement. D'ailleurs, j'ai été très critiqué sur cette émission Culotte Noire pour Nuit Blanche, qui était une soirée de carnaval avant tout. Et mon complice de l'époque, Max Mouroz, nous avons décidé, nous avons décidé donc d'en faire une émission, de la proposer à TCI. Voilà, et c'est vrai qu'on a été très décriés. Il y avait une journaliste qui nous attaquait beaucoup en disant que nous étions, comment on dit ça ? Nous n'allions pas dans le sens de la féminité, enfin, etc., on mettait en péril le côté féminin, etc. Et puisque tu parles de critiques, tu en as reçu énormément. Voilà. On va dire que globalement, tu es quelqu'un qui en a dérangé certains. On va voir cette capture d'écran d'un site qui s'appelle People Bocaille, d'un article qui avait été écrit parce qu'à un moment donné, quelqu'un t'avait reproché, donc Yves Bussy, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est vrai. Quelqu'un t'avait reproché de mettre en avant certains éléments de ton corps en valeur. Soyons clairs, mes attributs sexuels, voilà, on va pas se mentir. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu as dérangé ou que tu déranges comme ça? Ben, je ne sais pas, je veux dire, tout ce qui est... un homme public, quelque part, dérange, quel qu'il soit. Je pense, on l'aime, et le titre résume bien ça, on l'aime ou on l'aime pas. Et c'est vrai que là, j'étais souvent la critique en termes vestimentaires, en termes... Et ça touche malgré tout. Alors, c'est vrai qu'au début, tout au début, déjà en radio, ça me touchait
Vraiment, très très fort. Et puis après, j'avoue que maintenant, ça me passe vraiment, ça rentre là, ça sort là. Je suis arrivé à une zénitude, on va dire, totale. Et il y a ce qui a pu déranger à un moment donné, c'est parti justement de cette séquence météo, le fameux bonsoir chez vous, Absolument. les tenues vestimentaires, Absolument. etc. Et c'est vrai que bon, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant, mais il n'empêche que tu te faisais attaquer quand même, quoi. Absolument. Tout ce qui est nouveau dérange peut-être. Donc peut-être que je suis un petit peu trop avant-gardiste à un moment. Et c'est vrai que ça s'est avéré quelque part, mais encore une fois, ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors il y a aussi le Yves Bussy engagé, pas seulement dans l'originalité, on regarde une vidéo rapide et puis on revient en plateau. Salut, c'est Alexandra Silver et Yves Bussy On vous attend sur les antennes de Martinique Première, en radio, en télé et sur Internet, pour l'édition 2017 du Téléthon. en présence de la marraine Claudine Pénon. Et du parrain Ronald Tulle. Et surtout, on vous attend sur la ligne des promesses de dons. 36 37. Le fameux 36-37, donc bien entendu des images de Martinique Première. Absolument. Et le Téléthon, c'était pour toi, bon, bien entendu, une action très importante pour la recherche. Absolument. Et c'était un engagement également. Un engagement également. Et il faut dire que j'ai commencé très très tôt avec Marie-Josée Ali, à l'époque. Je me souviens, on faisait le Téléthon au Fort Saint-Louis. Alors la date, je t'avoue qu'avec l'âge, la mémoire s'étiole. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait le Téléthon, sauf pendant 2 ans, une période un peu où je n'ai pas fait. Mais sinon, j'ai été, on va dire, le monsieur Téléthon. Et pour moi, ça a toujours été un engagement fort d'être auprès des malades. J'ai découvert, en fait, des gens avec un cœur, mais gros comme ça, avec un courage, une force, une abnégation. Tous ceux qui sont autour, non seulement des malades, mais c'est une famille. C'est une famille, et ces gens-là, malgré toute leur souffrance, malgré tout le désespoir, arrivent encore à sourire, à rire et à se battre. C'est extraordinaire. Ça, c'est une leçon de vie. Et puis on va terminer avec une dernière vidéo. Yves, on la regarde, on en discute juste après. Le rôle du parrain, en règle générale, comme on dit, eh bien, c'est d'épauler, de donner des conseils, d'accompagner. C'est un peu ce que j'essaye de faire, malgré mes occupations qui sont très grandes. Mais plus particulièrement, je fais en sorte que leur image soit répercutée sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que ça serait une bonne chose pour ces jeunes femmes d'avoir effectivement, puisqu'on parle plus particulièrement de moi, quelqu'un qui ait déjà une image, qui puisse leur apporter justement ce petit plus qui fait que eh bien, ça va peut-être être pris un peu plus au sérieux, parce que c'est vrai, il ne faut pas se cacher les choses. Tous les concours de Miss, à part Miss France, Miss Univers, etc., les gens se disent, et même les jeunes femmes qui ont peur d'y participer, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas un peu désuet, dépassé, etc., etc. Donc leur apporter en fait un surplus d'image et un surplus de confiance en elles, et je pense que c'est important. Donc Yves Bussy était à ce moment-là le parrain de Miss Martinique, c'était en 2018. En 2018, il y avait une grosse polémique avec Olivia Luscap, qui avait donc été élue Miss Martinique, et sur tous les réseaux sociaux, pratiquement, elle avait été dénigrée. Ça avait été même assez loin, c'était proche pour moi du racisme, trop noire, pas assez belle, etc., etc. Et j'ai trouvé ça, et j'ai pris sa défense tout de suite. Sur tous les réseaux sociaux, je me suis impliqué, j'ai dit que c'était inadmissible et tout, je trouvais, ça m'a rappelé, et je l'ai dit d'ailleurs, que c'était comment on en était encore là, à notre époque, à être nègre contre nègre. Et c'est vraiment ça m'avait bouleversé. Oui. Yves, il te reste encore du temps à travailler, mais quel regard tu jettes sur ce parcours on va dire de plus de 30 ans, même de plus de 40 ans. Je ne vais pas dire ton âge, mais voilà. On peut le dire. Tu es un peu plus âgé que moi. On peut le dire, pas de problème. Quel regard tu portes sur ce parcours, particulièrement celui que tu as vécu depuis 20-25 ans, en fait, dans le monde public, dans le monde des médias en Martinique? Alors, je vais résumer ça en disant difficile et très enrichissant. Et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait de ma vie professionnelle. Ça a été pour moi quelque chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre cela, je peux le dire. Alors, tu as forcément toujours des projets. On va te revoir bientôt sur certains médias. Tu essaies de me tirer peut-être d'Itata ou ailleurs. Tu essaies de me tirer tout à l'heure. J'ai dit effectivement que j'avais des projets en cours. Ce n'est pas que je sois forcément superstitieux, mais c'est vrai que... Prudent, discret. On va dire,
avec un peu de chance. Pour mes partenaires, déjà, discrétion, parce que rien n'est encore signé. Mais bon, avec un peu de chance. Merci beaucoup Yves Bussy, merci de ce retour en arrière avec nous, de ces commentaires. C'était avec plaisir. Et de ce temps passé, on espère que les téléspectateurs comme moi ont apprécié. Je l'espère. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau César fait nous. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous.